Ce jour-là, la taïga était silencieuse, l'air était lourd, imprégné d'une odeur dense d'aiguilles pourries et de mousse humide. Le silence n'était pas celui, cristallin, qui précède l'aube, mais un silence oppressant, annonciateur d'orage. C'était le calme qui précède toujours l'effondrement du monde. Le garde-chasse Ivan Belov ressentait cette tension dans sa peau. Il ne se contentait pas de parcourir son secteur. Il lisait la forêt. Et aujourd'hui, les pages étaient inquiétantes. Il vérifiait les salines quand cela le frappa. Ce n'était pas un son, mais une déchirure du tissu même de l'existence. C'était un rugissement. Mais pas un rugissement de rage ou de défi, comme il en avait entendu des centaines pendant la saison du rut. C'était un cri paniqué, déchirant, plein d'une terreur primitive. Un son que seul celui qui avait vu mourir son enfant pouvait émettre. Le cœur d'Ivan se serra. Abandonnant tout, il cessa de se cacher et se mit à courir à travers l'épais sapin, brisant les branches. Ses instincts, affinés par des décennies d'expérience, lui criaient qu'il était déjà trop tard. Ce son était une agonie, un dernier adieu. Il déboucha à l'orée d'une petite clairière baignée d'une lumière terne et s'immobilisa, haletant. Le spectacle qui s'offrait à lui était pire que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Ce n'était pas une tragédie qui venait de se produire, c'était une tragédie qui se déroulait à cet instant même. Et le temps s'était arrêté. Au milieu de la clairière, au pied d'un cèdre bas mais solide et ramifié, il était assis. Le maître, un énorme ours brun. Il était maigre, en colère, et ses yeux brûlaient d'un feu affamé et impatient. Il ne grognait pas, ne s'agitait pas. Il attendait méthodiquement, sur l'arbre, sur l'une des branches basses mais épaisses, blotti contre le tronc comme s'il voulait en faire partie. Un petit élan tremblait. Tout petit, né cette année, ses longues pattes ridicules tremblaient, et il poussait un petit cri plaintif, presque félin. Il ne pouvait pas grimper plus haut, ni descendre. Et à 10 mètres du cèdre, dans un espace ouvert, elle se tenait debout. Sa mère, une énorme biche, incarnation de la puissance et de la grâce sauvage. Mais à présent, il ne restait plus aucune trace de grâce. Son pelage était hérissé, ses flancs se soulevaient lourdement, et de la mousse s'échappait de ses lèvres. Elle creusait le sol avec ses sabots avant, arrachant des mottes de mousse. Elle était piégée. C'était une impasse parfaite, diabolique. L'ours se trouvait entre elle et son petit. Chaque fois qu'elle tentait de se précipiter vers l'arbre, elle était accueillie par le grognement grave et menaçant du mâle, qui se levait aussitôt, montrant qu'il était prêt à se battre. Et la biche savait qu'elle ne pouvait pas vaincre l'ours dans un combat, mais elle ne pouvait pas non plus s'enfuir. Elle se débattait donc dans ce cercle infernal de 10 mètres, perdant ses forces et sa raison, tandis que son petit pleurait dans l'arbre, et que l'ours attendait calmement qu'il tombe d'épuisement, ou que sa mère commette une erreur fatale. C'est à ce moment-là que tous les trois remarquèrent Ivan. Le silence devint absolu. Si l'on acceptait les couinements du faon et la respiration lourde des deux géants, l'ours tourna sa tête massive vers Ivan. Ses lèvres se tordirent en un rictus silencieux. Ses yeux ne reflétaient aucune crainte envers l'homme, seulement de l'agacement. Un autre prétendant à sa proie légitime, comme il le considérait. Il émit un grognement grave qui résonna sur le sol et frappa Ivan aux pieds. « Ne t'approche pas, c'est à moi !» Le faon, voyant cette nouvelle créature, se blottit encore plus désespérément contre la branche. Mais la biche, sa réaction enfreignait toutes les lois connues d'Ivan. Des décennies d'expérience lui criaient qu'une mère qui protège son petit ne fait pas la différence entre les prédateurs. L'homme, le loup, l'ours, tous sont des ennemis. Elle aurait dû soit attaquer Ivan, soit se précipiter dans les buissons, la queue entre les jambes, pour sauver sa vie. Elle n'a fait ni l'un, ni l'autre. Elle fit un pas de côté afin de pouvoir voir les deux, l'ours près du cèdre et l'homme au bord de la clairière. Ses grands yeux noirs remplis de larmes se posèrent sur Ivan. Elle le regarda longuement, sans détourner les yeux, et ce regard n'était plus empreint de fureur. Il reflétait quelque chose qu'Ivan n'avait jamais vu dans les yeux d'un animal sauvage. C'était une supplication. Elle regarda l'ours, puis Ivan à nouveau, et elle émit un son, pas un rugissement,
Pas un cri, mais un gémissement doux, guttural, suppliant. C'était un calcul impossible, inconcevable. Dans son cerveau sauvage et maternel, en proie à la panique, elle fit un choix. Elle ne voyait pas deux ennemis, elle voyait un seul ennemi. Et un seul, dernier espoir fantomatique. En violation de tous ses instincts, elle demanda de l'aide à celui qu'elle aurait dû craindre autant que l'ours. Ivan comprit. Le sang se retira de son visage. Il cessa d'être un garde-chasse. Il cessa d'être un observateur. Le regard de cette biche le désigna comme participant. Il se retrouva entre le marteau et l'enclume, entre deux géants, dont chacun pouvait le tuer d'un seul coup. Il retira lentement son fusil de son épaule. L'ours se tendit, se dressa sur ses pattes. Ivan secoua la tête. Non. Tirer serait une folie. Un bras de levier blessé, c'est 100 fois pire. Et sur qui tirer? Sur l'ours? Sur la biche? Qui désespéré pourrait aussi se jeter sur lui? Sa main glissa dans son sac à dos, cherchant à tâtons le cylindre froid et strié. À pétard, le feu. La seule chose que tout le monde craint. Mais pour l'utiliser, il fallait s'approcher. Il fallait détourner l'attention de l'ours. D'accord, maman, murmura Ivan, sans savoir si elle l'entendait. Je vais essayer. Il fit un premier pas vers la clairière, lentement. À découvert, sans se cacher, l'ours réagit immédiatement. Il vit en Ivan une menace plus facile et plus audacieuse. Il se tourna vers lui, montrant ses crocs jaunes. Il oublia le faim. Le voilà, l'homme, qui se jette lui-même dans ses pattes. La biche se figea, reprenant son souffle. Ivan fit un pas de plus. 10 mètres jusqu'à l'ours. 15 jusqu'à la biche. Il se trouvait au centre d'un triangle mortel. Il sortit son fusil de son sac à dos. « Allez, va-t'en !» hurla Ivan. Et sa propre voix lui sembla étrangère et rauque. Il frappa le poing sur la table. Un craquement assourdissant et sifflant déchira le silence. Une colonne de feu rouge vif et de fumée âcre s'éleva dans le ciel une seconde plus tard. L'effet fut instantané. Pour l'animal sauvage, c'était quelque chose d'inconcevable. Du feu tombant du ciel, de la douleur, du bruit. Tous les instincts de l'ours hurlèrent d'horreur. C'était de la sorcellerie. C'était contre nature. Il rugit. Mais cette fois, son rugissement était empreint de panique. Il recula, trébucha. Le feu sifflait. Et Ivan, sans baisser les bras, se dirigea droit vers lui. L'ours ne tint pas le coup. Il fit demi-tour, et toute sa puissance tant vantée se transforma en une fuite lâche. Il se précipita dans les fourrés, écrasant les buissons. Et une seconde plus tard, seul le craquement des branches s'éloignant résonnait dans la forêt. Le silence. Il ne restait plus que Ivan dans la clairière, avec un faux feu fumant dans la main et une odeur de soufre dans l'air. Le garde-chasse baissa la main. Il tremblait. Il tourna lentement la tête. La biche était toujours au même endroit. Elle ne s'était pas enfuie. Elle le regardait. Ses flancs tremblaient encore, mais son regard était clair. Elle émit un son doux, grave et roucoulant, en regardant le cèdre. Et le petit élan, l'entendant, se décida enfin. Il glissa maladroitement le long du tronc, ses pattes glissèrent sur l'herbe mouillée, et il se précipita en titubant vers sa mère. Il se blottit contre son ventre, et elle se mit aussitôt à le lécher frénétiquement, le poussant avec son museau pour vérifier qu'il était indemne. Ivan recula lentement vers la forêt, sans faire de mouvement brusque. Son travail était terminé. Il n'avait plus rien à faire dans cette réunion. Il avait presque disparu derrière les arbres, lorsque la biche leva la tête. Elle et son petit étaient prêts à partir. Mais elle ne partit pas. Elle regarda Ivan droit dans les yeux, à travers toute la clairière. Son regard était long, intense et incroyablement significatif. Elle n'était plus une proie effrayée. Elle était à nouveau la maîtresse de cette forêt. Et elle poussa un cri puissant qui résonna dans toute la forêt. Ce n'était ni un rugissement, ni un gémissement. C'était un son pur, clair, cuivré. Le son avec lequel ses ancêtres saluaient le soleil. Il n'y avait ni peur, ni gratitude, telle que les humains la comprennent. Il y avait quelque chose de plus. C'était une reconnaissance. Une reconnaissance de la force. Une reconnaissance du fait qu'en ce jour, en ce lieu, une loi de la taïga avait été enfreinte. Pour qu'une autre loi, plus ancienne, celle de la vie,
triomphe. Ivan lui répondit par un signe de tête silencieux. La biche fit demi-tour, et l'instant d'après, elle et son petit disparurent dans la pénombre verte du sous-bois, comme s'ils n'avaient jamais été là. Ivan Belov resta seul dans la clairière qui sentait le soufre et le miracle.